Alors effectivement, une sécurité maîtrisée, c'est le thème de notre table ronde de cet après-midi, la confiance et la sécurité des paiements dans le monde d'après, un monde plus digital, plus mondialisé. Je demandais aux 6 participants de cette table ronde de me rejoindre, Pierre Chassigneux, Valérie Penaud, Christine Ballian, Julien Lassalle, le général Éric Fraissinet et Éric Brière. Merci à tous. Pierre, je vais peut-être vous demander de vous mettre au milieu. Bonjour. Bonjour. Voilà, mettez-vous à côté de Pierre ici, parfait. Bonjour. Alors, comme ce matin, pendant cette table ronde, vous aussi, vous pouvez y participer via une question en ligne, une question qui apparaît voilà, sur l'écran juste au-dessus de nous, avec l'adresse à laquelle vous pouvez vous connecter, rentrer le mot de passe Forum CB 2021, voilà, pour donc répondre à cette question. L'identité numérique est-elle à la fois un enjeu de sécurisation face aux cybermenaces et de souveraineté nationale, voire européenne? Donc 3 réponses possibles, oui, non ou sans réponse. Et donc voilà, je vous laisse noter l'adresse et le mot de passe pour pouvoir y répondre. On y reviendra à la fin de cette table ronde, bien évidemment. Merci donc à tous les 6 d'être avec nous cet après-midi. Peut-être une question rapide à chacun pour commencer cette table ronde, une question rapide qui amène une petite réponse très courte pour un premier tour de table. J'ai envie de vous demander à chacun dans votre métier, dans votre secteur, quel est selon vous le changement le plus notable, l'impact le plus fort apporté par cette crise? Qui veut commencer par répondre? Vous avez chacun un micro individuel devant vous. Je peux peut-être commencer. Donc, bonjour à tous, donc Bonjour. Christine Ballian. Christine Ballian. Donc, je m'occupe de France Connect. Et donc, pour nous, concrètement, cette crise, ça a permis de développer fortement l'utilisation de France Connect, puisque le fait de retrouver France Connect sur des services en ligne, notamment de type attestation vaccinale, a fait qu'on a eu une progression extrêmement forte d'utilisation de France Connect et de nombreux nouveaux utilisateurs qui nous ont rejoints avec ces services en ligne. Donc, en tout cas, c'est un premier signal très positif que nous a apporté cette crise pas toujours très gaie. Valérie Penaud. Alors moi, je suis donc en charge du programme France Identité Numérique et on détaillera tout à l'heure. Tout ça, absolument. Bien sûr, tout à l'heure, oui. Mais nous sommes en phase de développement. Je pense qu'il y a pour nous 2 enseignements. Alors ça fait le lien un peu avec ce qui a été dit avant, c'est que, y compris dans la conception des parcours utilisateurs, finalement la crise et le développement du NFC a considérablement changé notre regard sur la façon dont on allait pouvoir construire les parcours utilisateurs. Donc ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement, il est vraiment lié à cette table ronde, c'est que dans le même temps, les travaux qu'on a pu conduire sur l'appréciation de la menace par l'usager, y compris parce qu'en effet les usages dématérialisés se sont développés et sans doute encore plus prégnantes, et on reviendra sur les chiffres, mais c'est assez net. Et donc ce besoin de sécurité et de confiance, il est encore plus grand. Général Fraissinet, votre sentiment? Bonjour. Bonjour. J'aurai l'occasion de développer sur la partie des menaces qui sont présentées ou qui se présentent. Mais, oui, on le développera bien sûr tout à l'heure. Je pense qu'en fait, on a pu constater à la fois qu'on n'était pas prêt à ce type de crise, qu'il a fallu inventer plein de solutions très rapidement et que beaucoup d'organisations n'étaient pas prêtes à y faire face. Et en même temps qu'avec les outils numériques, justement, on a pu très rapidement mettre en place des solutions. Donc ça veut dire que pendant quelques mois, il y a eu une augmentation des risques assez forte par l'ouverture des réseaux, mais en même temps pas mal de solutions qui ont permis de passer le cap assez efficacement, qu'on parle d'e-commerce, qu'on parle de travail à distance en général, etc. Julien Lassalle. Oui, bonjour. En tant que régulateur du marché des paiements, je souligne surtout que la crise, elle a démontré à la fois la très grande résilience du marché français des paiements, puisque les paiements continuent à fonctionner dans des conditions adverses, a su continuer à évoluer. Et puis, le deuxième point majeur pour nous, c'est la capacité à entretenir et à renforcer un très haut niveau de sécurité dans les paiements de détail. On l'a vu, les conditions n'étaient pas idéales. On a malgré tout mis en œuvre la DSP2, développé l'authentification forte, augmenté le plafond du sans contact, et tout cela en préservant, voire en renforçant le niveau de sécurité des paiements. Et ça, c'est une réussite majeure pour l'écosystème français. Éric Brière,
Bonjour. Bonjour à tous. Je rejoins le point de deux intervenants précédents. On a vu une forme de résilience, une capacité à s'adapter à un monde à distance. Je pense que le plus gros challenge est maintenant qu'on a passé cette phase de crise, comment on va consolider et comment on va, en particulier pour tous les systèmes critiques, le paiement en fait partie, quel va être ce monde de demain avec beaucoup plus de distance. On va essayer d'y réfléchir tous ensemble cet après-midi. Pierre Chassigneux, pour terminer ce petit premier tour de table. Tout a été dit. Non, c'est vrai qu'une capacité de résilience très forte avec des collaborateurs dans tous les secteurs qui n'étaient pas sur place et qui ont su malgré tout maintenir le dispositif à la fois en qualité de service et en sécurité, puisque comme le disait Philippe Lolani, on a une baisse de la fraude, à la fois en contact et en sans contact. On enregistre aujourd'hui une baisse de la fraude VAD. Donc on est vraiment dans un dispositif très résilient, très sécurisé. Et ça, je trouve qu'on peut tirer un coup de chapeau à l'ensemble de l'écosystème pour avoir maîtrisé cette résilience et cette sécurité pendant cette phase ô combien difficile. Alors on l'a vu ce matin lors de nos échanges, les paiements de demain seront évidemment de plus en plus digitaux. L'authentification, l'identification seront au cœur bien sûr de la sécurité face à des cyberattaques qui seront de plus en plus sophistiquées en tout cas. On va développer ces problématiques de protection des données personnelles, de la protection contre le risque d'usurpation d'identité, comment maîtriser tout ça. Je vais commencer avec vous Julien Lassalle pour la Banque de France. Donc on l'a vu, la sécurité une condition nécessaire pour la confiance du public. On a vu que le premier bilan, ce que vous avez commencé à nous dire, est plutôt positif. C'est ça, c'est ce que vous nous dites cet après-midi. Ça va nous permettre de continuer à développer de nouveaux moyens de paiement ? Alors, effectivement, on est aujourd'hui quasiment à l'aboutissement de 2 années de travail, de mise en œuvre de la mise en place de l'authentification forte pour les paiements sur Internet. C'est un très long chemin qu'on a parcouru avec l'ensemble de l'écosystème en associant à la fois les réseaux de paiement par carte, les banques, les commerçants, les associations de consommateurs. Et on avait vu il y a 2 ans que ce n'était pas gagné forcément d'avance. Il y a 2 ans, on savait que le menu était compliqué. Et aujourd'hui, on n'est pas encore complètement au bout, mais sur les 2 grands piliers qui étaient d'une part la capacité des banques à aller équiper leurs porteurs de cartes d'une solution d'authentification, et de l'autre, la capacité des commerçants à mettre en conformité leurs pratiques et donc à recourir à l'authentification forte pour les paiements en présence active de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a des taux d'atteinte, de couverture des flux qui sont de l'ordre de 95% sur les 2 indicateurs. Et donc aujourd'hui, on peut se féliciter que la migration de masse est concrètement terminée et que, comme toujours dans ce genre de migration, grappiller les 5 derniers pourcents qui manquent sur les 2 indicateurs, ça va être un challenge qui va prendre beaucoup de temps pour des gains qui sont désormais mineurs. Qu'est-ce que vous attendez encore des acteurs du secteur pour aller plus loin, pour continuer à maîtriser vraiment cette sécurité ? Aujourd'hui, on a une inquiétude principale qui est la façon dont les commerçants et les professionnels des paiements qualifient leurs transactions et les soumettent ou non à l'authentification forte, puisque la réglementation prévoit par exemple que tout ce qui est abonnement ne fasse pas l'objet d'une authentification à chaque transaction, parce que comme on le disait ce matin, les abonnements ils peuvent être perçus au milieu de la nuit, à un moment où l'utilisateur n'est pas connecté, et donc là il est légitime qu'il n'y ait pas d'authentification forte. Maintenant, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelques effets opportunistes d'acteurs qui utilisent cette qualification d'abonnement pour émettre les transactions sans authentification forte, alors même qu'elles sont réalisées en présence active de l'utilisateur. Typiquement, c'est une façon un petit peu détournée d'échapper à l'authentification forte, et on entend bien faire en sorte que ces pratiques disparaissent progressivement et donc on mette en conformité ces acteurs dans leurs pratiques. De même, on avait permis à titre transitoire à certains secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, je pense en particulier à tout ce qui touche au voyage, l'hôtellerie, les transports, l'événementiel, de ne pas forcer la mise en place de l'authentification forte. Donc aujourd'hui, les transactions émises par ces acteurs-là ne sont pas rejetées, même quand elles ne sont pas conformes. Aujourd'hui, avec la reprise qui se matérialise, il est temps de se poser la question de lever progressivement cette exemption. Voilà les exemples de segments sur lesquels on doit travailler. C'est vos principaux points d'attention aujourd'hui. Exactement, c'est nos 2 grands sujets sur la table. Ensuite,
L'écosystème des paiements, il est très innovant, il développe beaucoup de cas d'usage un petit peu inattendus et sur lesquels la réglementation n'est pas complètement explicite ou pour lesquels la capacité technique à gérer l'authentification forte dans les règles de l'art n'est pas complètement avérée. Et donc, sur ces nouveaux cas d'usage, il est important qu'on continue à entretenir un dialogue avec l'écosystème. Nouveaux cas d'usage, comme pour par trouver les bonnes exemple solutions. Comme par exemple On parle beaucoup, par exemple, des parcours multicanaux, où une transaction commence au point de vente, se termine sur Internet ou réciproquement. Est-ce qu'on est capable de tracer l'authentification forte pour éviter aux porteurs d'avoir à s'authentifier 2 fois, ce qui n'est pas satisfaisant pour les commerçants? Voilà, ce type d'usage, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on le regarde de plus près. Il y a d'autres parcours comme ça sur lesquels vous êtes aussi particulièrement vigilants ou... On nous parle des magasins sans caisse, par exemple. Sans caisse, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait du paiement comme ça, sans authentification forte à la volée. On a le cas des wallets, dans lesquels est-ce qu'à partir du moment où on a enregistré une carte dans un portefeuille numérique, ça veut dire que le fournisseur de ce portefeuille a un droit de tirage illimité sur la carte? Voilà, il y a tout un tas de cas d'usage très raffinés, et ça montre que l'écosystème des paiements réfléchit et évolue. Propose des nouvelles offres, mais il faut quand même que la réglementation trouve à s'appliquer. Et donc, ça vaut pour la sécurité des paiements, ça vaut en matière de protection des données. Et donc, on est tout à fait disposé à travailler avec l'écosystème pour veiller à la bonne conformité des pratiques. Alors, Général Éric Fraissinet, donc le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Merci d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu les contours de cette nouvelle structure qui a bien sûr pour objectif de coordonner, de renforcer les capacités de la gendarmerie dans le domaine cyber, qu'il s'agisse de prévention, de formation, d'investigation. Quels sont vos objectifs en fait? Oui, très, très vite. L'idée... Et ce que souhaitait le directeur général, c'était de regrouper l'ensemble des services centraux chargés de ces questions au sein de la gendarmerie. On avait plusieurs équipes qui travaillaient en coordination, mais sans être sous un même commandement. Donc, notamment le centre de lutte contre les criminalités numériques, qui est notre service d'enquête au niveau central et qui dispose de 11 antennes pour l'instant en région. Des équipes chargées de la preuve numérique, y compris l'accès à la preuve sur des systèmes de paiement, des distributeurs automatiques de billets et tout un tas d'objets qui intéressent les discussions aujourd'hui. Donc ça, c'est une toute nouvelle structure, hein, pour bien oui, qui regroupe l'ensemble de ces équipes-là. Et puis, notamment, l'équipe Perceval, qui administre la plateforme qui reçoit les signalements des internautes en matière de fraude aux cartes de paiement sur Internet, mais aussi des équipes qui animent la prévention au niveau central et dans les territoires, et les équipements et la formation de l'ensemble des 7000 gendarmes qui travaillent dans ce domaine au niveau national. Et l'ambition principale, c'est évidemment de donner plus de cohérence et puis d'avoir plus de capacité pour initier de nouveaux projets. Par exemple, pour ce qui concerne Perceval, on va assez vite travailler sur l'évolution vers une version 2 pour intégrer l'ensemble des moyens de paiement électroniques, en gros tous ceux de la directive service de paiement 2 et aussi les cryptoactifs. En tout cas, on va faire des expérimentations pour les intégrer, parce qu'on a aussi des fraudes dont sont victimes les internautes avec ce type d'outils de paiement ou d'outils de transaction qu'on peut rencontrer. Et faire face aussi à la masse d'informations que ça représente, et donc faire travailler des data scientists, par exemple, sur les données des équipes d'enquête. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne Perceval, en 2020, c'était 136 millions d'euros de préjudices sur lesquels on a récupéré des informations directement auprès des victimes. Donc, c'est environ un tiers des fraudes à la carte bancaire. Et c'est essentiellement les victimes d'un montant important qui nous signalent ces faits. Donc, ça, c'est intéressant. Y compris notamment, depuis le début de l'année, plus de 15 600 transactions à plus de 1500 euros déclarées comme frauduleuses. Donc ça, c'est un des indicateurs qui nous fait dire qu'il y a un intérêt à travailler dessus. En fait, c'est le rapprochement entre toutes ces informations-là qui permet d'ouvrir des enquêtes. Et puis l'objectif, c'est aussi plus de
transversalité, et de faire coopérer des services de police et de gendarmerie ensemble, j'imagine, pour obtenir de meilleurs résultats. Et exactement. Plus de transversalité. La fraude aux moyens de paiement, elle n'a pas uniquement, le vecteur Internet. Les cartes, elles peuvent avoir été collectées, par exemple, au cours d'attaques contre des e-commerçants. Elles peuvent avoir été collectées sur des distributeurs automatiques de billets. Elles peuvent avoir été collectées par hameçonnage, donc par tout un tas d'autres infractions qui tournent autour de la fraude elle-même, de l'usage frauduleux lui-même. Et donc c'est important de faire travailler ensemble tous les enquêteurs qui vont contribuer à avoir une vision sur ces phénomènes. Parce que c'est quoi les principales évolutions de la cybercriminalité aujourd'hui, grosso modo, les tendances, si on peut appeler ça comme ça? La première grosse tendance, c'est qu'il n'y a pas de grosses évolutions en termes de typologie de faits. Il y a des mouvements de fond assez lents. Ce qui est important à comprendre, c'est que tout ce qui est nouveau va être ciblé. Et ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de ce forum. Un nouveau service, par exemple un nouveau service de paiement, un nouveau commerçant en ligne, une nouvelle modalité de mettre en place des transactions par carte bancaire, pour ce qui concerne la discussion d'aujourd'hui, va être ciblé, va être ausculté par les escrocs. Donc tout ce qui est nouveau va être ciblé, c'est les évolutions principales qu'on rencontre. Sinon, les grandes typologies de faits, l'année dernière pour la gendarmerie, c'était 100 000 infractions qualifiées de liées à la cybercriminalité, dont les 3/4 sont des escroqueries. Mais après, si on regarde dans les détails, dans le dernier quart, il y a des atteintes aux personnes et puis des atteintes au système d'information. Et parmi ces atteintes au système d'information, j'avais indiqué exactement la même chose la dernière fois que j'étais intervenu. Ce qui arrive en tête, on parle beaucoup des rançongiciels par exemple, qui a un impact important, mais ce qui arrive en tête, c'est des détournements d'identifiants, de comptes, d'accès à différentes ressources, accès du courrier électronique, accès à des réseaux d'entreprise, accès à des réseaux sociaux, etc. Donc l'identité. Donc une vraie usurpation d'identité. Voilà, le détournement de l'identité et de l'accès aux informations qui sont derrière, et surtout à la confiance qu'il y a derrière une identité, puisqu'on va pouvoir réutiliser cette identité pour communiquer, c'est ce qui est en tête de ces phénomènes d'atteinte au système d'information. Éric Brier, chez Thales, vous avez lancé avec Google en octobre dernier un partenariat stratégique pour développer ce que vous appelez un cloud de confiance en France. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous définissez par là? Tout à fait. Donc la définition ne vient pas de Thales ni de Google, mais des annonces qui ont été faites par le gouvernement au printemps dernier sur, d'un côté, une politique de cloud au centre, que ce soit pour les administrations et les grandes entreprises, et la création d'un label cloud de confiance, qui consiste donc à avoir un certain nombre de mesures de sécurité qui existaient dans le référentiel de la NSSI Secnum Cloud, auxquelles ont été rajoutées un certain nombre de contraintes de résilience et de protection contre les lois extraterritoriales. Le fond du sujet est que on souhaite pouvoir avoir des grandes administrations, des grandes entreprises françaises qui bénéficient de la puissance du cloud, les acteurs étant, pour la plupart d'entre eux, américains ou chinois. On a donc c'est tout l'enjeu pour l'Europe et la France de développer leur naturel propre cloud. Exactement, pour la France, tout pour à l'Europe. fait. Il fallait donc arriver à mettre en place un curseur de sécurité, le mot est un peu piégeur, mais de souveraineté, qui permettent à la fois de bénéficier de ces avancées technologiques dont on a besoin pour progresser, tout en protégeant nos données sans faire d'angélisme. Donc Thales a eu la chance de travailler avec Google et d'annoncer la création d'une solution qui sera bien évidemment basée en France, contrôlée par Thales, des employés français. Et qui... Développée à partir de quand ? Le développement commence maintenant. On pense avoir des projets en pilote en 2023. D'accord. Et on vise bien évidemment d'avoir une validation tierce par la NSSI et l'obtention de ce label cloud de confiance. Quelle est votre vision pour lutter justement contre la cybercriminalité? Quelles sont selon vous vraiment les clés de succès pour bâtir un projet autour de la cybersécurité aujourd'hui?
Alors, je pense que la lutte contre la cybercriminalité est délicate à mener pour tous les RSSI de nos entreprises, parce qu'à la fois, on voit perdurer, et Eric le disait, des techniques d'attaque qui ne sont pas nouvelles. On voit une quantité d'informations, de nouvelles technologies, que ce soit le cloud, que ce soit l'identité numérique, que ce soit l'intelligence artificielle. Ces nouvelles technologies, on doit les cybersécuriser, alors qu'on a encore une dette technique sur des choses aussi fondamentales que les politiques de mots de passe, les méthodes d'authentification. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, quand il en a l'opportunité, fasse progresser les architectures pour tenir compte de ces deux phénomènes. D'accord. Et vous collaborez aussi à des projets sur la sécurisation de l'identité numérique. Là, quels sont les enjeux selon vous? Je pense que les enjeux finalement ne sont pas très différents dans l'identité numérique que le point qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire à la fois permettre son développement et garantir le plus haut niveau de sécurité, puisque finalement aujourd'hui, il devient presque plus anodin de perdre un passeport que de se faire usurper une identité numérique. Ça, c'est très vrai. Christine Ballian, pour France Connect, donc c'est donc la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 900 services en ligne aujourd'hui. Je crois que l'objectif de 30 millions d'utilisateurs est bientôt atteint. Vous enregistrez aujourd'hui plus de 10 millions de connexions par mois avec une moyenne de 550 000 nouveaux utilisateurs chaque mois. On peut dire que ça marche pas mal, hein. C'est plutôt un succès, bravo. Qui tient à quoi selon vous? Pourquoi cet engouement? Alors, je pense qu'en fait, on a beaucoup travaillé pour un service numérique de l'État de façon assez innovante, en tout cas avec une approche en base agile, donc sur un projet numérique avec des méthodes assez innovantes pour un acteur de l'État. Et puis, on a très vite et très tôt associé tout l'écosystème au projet. Donc écosystème privé comme public, en démarrant notamment avec des identités de niveau faible, mais avec des identités privées comme publiques pour démarrer dans le cadre de France Connect. Et puis, nous avons aussi beaucoup travaillé sur l'ergonomie et sur tout le côté UX dès le début du projet, pour que justement les citoyens et les utilisateurs de France Connect se sentent en confiance, et également que le service soit facile à utiliser. Et puis enfin, on a fait tout ça en lien fortement avec l'ANSSI notamment, et donc pour veiller à ce que tous ces aspects de sécurité soient particulièrement présents, et en tout cas en filigrane durant tout le développement du projet, donc pour arriver effectivement à dépasser les 30 millions d'utilisateurs aujourd'hui en France. Et comment faire augmenter? Comment aller au-delà de ce gap des 30 millions d'utilisateurs? En fait, ça continue à fortement se développer. Là, on est à 32 millions et donc on se rend compte qu'en fait, l'usage et en tout cas l'utilisation et la récurrence d'usage de France Connect s'est vraiment installé dans le paysage des services en ligne, publics comme privés français. Et donc, on le fait en raccordant un maximum de gros services en ligne donc à France Connect, notamment... On vient de raccorder par exemple les CAF donc, qui là ont aussi aidé à développer l'utilisation de France Connect. Et puis on voit que désormais il y a plus de 12 millions de Français qui utilisent France Connect plus de 4 fois par an. Donc là aussi, on voit que l'usage s'est bien installé et que... Il reste encore de la pédagogie, des choses comme ça à faire ou pas? Alors, on a fait une campagne de communication fin 2020, début 2021, donc essentiellement via Internet, pour justement développer la notoriété de France Connect. Mais on pense que là, maintenant, avec les dernières étapes donc, que je citais tout à l'heure d'attestation Covid, etc., on a vraiment réussi à toucher le plus grand monde. Et puis, on a aussi réussi, je pense, à faire comprendre aux différents utilisateurs ce qu'il y a derrière France Connect, parce qu'on est sur des concepts qui sont quand même assez complexes. Et là, finalement, avec toutes ces logiques de développement de services en ligne du fait du confinement, on a vraiment réussi à faire que les gens l'utilisent plus régulièrement et ils voient le bénéfice et la simplicité d'utilisation de France Connect.
Maintenant, vous parlez d'une nouvelle étape, France Connect Plus. De quoi s'agit-il là plus précisément? Alors France Connect Plus, c'est une nouvelle plateforme donc qui s'appuie sur le principe de France Connect, donc qui est une fédération d'identités, mais de niveau plus sécurisé que France Connect, donc avec des identités de niveau substantiel et élevé. Et donc France Connect Plus a été validé par l'ANSSI pour pouvoir justement accueillir ces identités de niveau plus sécurisé. Donc France Connect Plus, ça va permettre de faire des services en ligne encore plus sensibles en ligne et donc d'éviter de se déplacer. Donc par exemple, il y a la PHP qui normalement va intégrer France Connect Plus aujourd'hui. Donc on est en train de procéder à la mise en production de la PHP sur France Connect Plus. Et donc l'idée, effectivement, est d'éviter aux personnes de se déplacer, de faire un maximum de services en ligne, et tout ça dans un périmètre très sécurisé, et dans un premier temps avec l'identité numérique La Poste, qui est pour le moment la seule à avoir intégré une qualification de niveau substantiel donc en France. Quels sont les principaux enjeux de sécurité qui se posent encore chez vous aujourd'hui, chez France Connect? Alors, en fait, la partie sécurité, je dirais avec l'attestation de conformité qu'on a obtenue de l'ANSSI, aujourd'hui, les jalons de sécurité, on les a plutôt franchis. Donc, on est plus maintenant dans une logique de faire migrer progressivement ce qu'on a réussi à consolider dans un premier temps, qui est d'avoir des services en ligne de niveau donc qui ne sont pas de niveau substantiel ou élevé. Et ben, c'est de pousser ces services à aller vers des niveaux de plus en plus sécurisés et donc au travers de France Connect Plus et des nombreuses identités qui vont venir s'y intégrer, donc notamment France Identité Numérique dont Valérie parlera tout à l'heure. Sans trop que cela complexifie trop les démarches des citoyens qui veulent se connecter, c'est ça toute la difficulté? Oui, tout à fait. Donc, l'aspect parcours utilisateur et donc toute la dimension de simplicité reste un point important, mais sur lequel je pense qu'on a maintenant pas mal de recul, et où effectivement la facilitation des parcours utilisateurs et le fait de garantir en même temps de la sécurité, c'est vraiment des choses qu'on veille particulièrement à conjuguer dans le cadre de France Connect Plus. Est-ce que vous pourriez vous ouvrir vers le privé tout en garantissant cette sécurité? Oui, tout à fait. Alors, France Connect est déjà ouvert vers le privé, puisqu'on a une 50aine de services en ligne privés, donc essentiellement des banques, des assurances qui ont intégré France Connect. Et donc, effectivement, on pense qu'il y a un enjeu important au travers de France Connect Plus à avoir encore plus de services privés qui pourraient se raccorder à France Connect. Et donc, on a lancé une expérimentation que nous avons prolongée à la suite du confinement pour pouvoir tester d'autres secteurs complémentaires à ceux qui peuvent déjà être intégrés dans France Connect. Je rappelle que les banques peuvent tout à fait se raccorder et intégrer France Connect. Donc, en fait, on teste d'autres secteurs privés, donc notamment les transports. On teste également la santé sur des cas d'usage qui ne sont pas éligibles aujourd'hui à France Connect. On teste également le secteur de la location immobilière ou de la location de véhicules, donc pour voir effectivement avec ces secteurs s'il y a un intérêt, une appétence pour intégrer France Connect, et puis si ça fonctionne, effectivement d'élargir un tout petit peu encore le champ d'ouverture de France Connect vers des acteurs privés. Et plus on élargit, plus il n'y a pas plus de risques en termes de sécurité? Général Fraissinet, Non. Ou allez-y, Christine Ballian, oui, pardon. Pour le moment, on ne constate pas comme ça a été dit, on ne constate pas de problématiques de sécurité particulières, mais je vais vous laisser peut-être compléter. L'augmentation des usages, il permet d'orienter les utilisateurs d'une part vers des services plus sécurisés qu'un simple identifiant mot de passe qui serait stocké chez plein d'acteurs, et donc qui démultiplierait en fait les points de compromission potentielle. Donc en ça, France Connect, c'est intéressant, et l'évolution vers une identité mieux sécurisée avec France Connect Plus va être intéressant. Et puis nous on l'a vu avec l'utilisation dans le cadre de Perceval.
ça amène quand même une notion de confiance derrière cette identité qui est validée par un intermédiaire qui est l'autorité publique et qui est souvent indispensable. Et on trouverait dommage que ce soit mis en œuvre par des acteurs privés. Ça a été évoqué juste avant par Monsieur Lalonny. Ouais. Monsieur Thalès. Non, oui, puis, tout à l'heure, pardon, oui, pardon. Oui. Comme vous le regardez, vous voyez, et perdu. Et ça, je pense que c'est un aspect intéressant. Et surtout, ça fait réfléchir ceux qui mettent en place des solutions d'identification de leurs utilisateurs sur les bonnes pratiques. Et plutôt que de bricoler quelque chose dans leur coin, de travailler d'emblée sur des bonnes pratiques aussi. Valérie Penaud, on va parler avec vous de notre nouvelle carte d'identité numérique, puisque depuis cet été, c'était cet été, hein, je crois, non, depuis le mois d'août, on a maintenant une nouvelle carte nationale d'identité à puce. Quelles sont ses caractéristiques ? Ces caractéristiques, c'est que c'est d'abord pas encore une carte numérique, c'est une carte d'identité électronique, mais pas numérique. C'est subtil, mais pardon. Vous allez nous expliquer cette subtilité-là. Alors, juste pour expliquer, en effet, dans le dispositif d'ensemble qui vient très largement d'être évoqué, il y a un élément originel, si on peut dire, dans lequel l'État a une responsabilité évidemment particulière, c'est celui de l'identité de l'usager au sens de l'état civil, au sens du service public, au sens régalien du terme, qu'il est le seul en capacité, tout au moins actuellement dans le cadre juridique aujourd'hui, de garantir, et qu'il est le seul aujourd'hui à permettre de prouver dans le monde physique avec le titre d'identité. Alors on peut prouver son identité par plein de moyens, mais légalement, en fait, il n'y en a qu'un seul qui peut faire foi en tant que tel, tout au moins, c'est le titre d'identité. Et en fait, dans la réflexion d'ensemble de sécurisation de l'identité numérique, la première brique, c'était en effet de disposer d'un titre d'identité qui permette en fait à la fois qu'il soit déjà plus sécurisé que celui qui existait jusqu'à présent sur la identité, et qui en plus du coup permette d'avoir, alors tous les termes peuvent être utilisés, mais une dérivation entre guillemets dans le monde numérique. Donc la première brique, elle est en effet franchie, comme vous l'avez indiqué, puisque depuis l'été dernier se généralise donc une carte d'identité électronique. Sur la base, d'ailleurs, en parallèle, il y a eu une forte opportunité d'un règlement européen qui, pour des raisons de sécurisation des titres d'identité, l'a rendue obligatoire. Donc, elle est désormais déployée. Et cette carte a la caractéristique de comporter donc une puce. Et dans cette puce, il y a deux compartiments. Un compartiment dit ICAO, qui en fait a l'équivalent de ce qu'il y a dans les passeports, qui permet notamment le passage transfrontalier, qu'on connaît tous. Et puis, il y a un autre compartiment, qui est un compartiment dédié à l'identité numérique, qui a été fait spécifiquement pour ça. On retrouve à la fois les données d'identité de l'usager, pas les données biométriques, les données alphanumériques, et une application identité numérique qui, demain, ça sera la deuxième étape ou la deuxième branche de la fusée, qui, en interface avec une application qu'on est donc en train de développer, permettra donc de générer une identité numérique très sécurisée. L'objectif, c'est de créer à la fois un moyen d'identification électronique qui puisse atteindre le niveau de garantie élevé tel qu'il est défini par le règlement eIDAS, et notamment dans ce cadre donc d'intégrer l'écosystème France Connect Plus que vient de décrire Christine, mais c'est aussi de façon plus large, par cette application, de permettre justement éventuellement à d'autres acteurs, de pouvoir utiliser dans des conditions de sécurité garanties par l'État cette donnée d'identité protégée, qui est protégée dans le cadre donc, de la puce de la carte d'identité. Aujourd'hui, on a également des passeports biométriques dits électroniques, mais qui n'ont pas la même approche technologique. L'objectif, c'est vraiment d'homogénéiser les titres, y compris les titres de séjour, pour qu'on puisse avoir une couverture globale des titres d'identité et qui puissent donc se décliner de cette façon numérique. Donc, les grandes étapes, vous l'avez donc noté, c'est d'abord cette première étape de carte. La deuxième étape, c'est que nous sommes aujourd'hui en termes de cadrage juridique, puisqu'on est dans cet environnement, mais ça a été évoqué tout à l'heure, un peu dans le règne des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut énormément de sécurité, on veut aussi énormément d'ergonomie, mais on veut aussi, et tous, je le crois, une protection complète de nos données personnelles. Et donc, nous sommes actuellement en cours d'examen par la CNIL, avant d'être faire l'objet d'un décret en Conseil d'État pour la fin de l'année. Et puis, dès le début de l'année prochaine, une version bêta de cette première application. Alors, ce n'est pas complètement une nouveauté, parce qu'il y a eu déjà
une application qui a préfiguré cette disposition dont le papa est dans la salle. C'est pour ça que je lui rends hommage, qui s'appelait Alicem, qui a déjà, et mon voisin Portales y a beaucoup contribué aussi, qui avait déjà donné les bases de ce qu'on pouvait imaginer en la matière et qui nous a donc beaucoup servi. Ce sera une nouvelle application qui ne fera plus appel à la vérification d'identité à distance, on pourra y revenir, mais sans développer plus avant, et qui sera donc en version bêta au début de l'année, avec une perspective de qualification au niveau substantiel élevé à partir de l'été prochain. Voilà. Donc ça va supposer beaucoup de pédagogie à faire vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis du grand public, j'imagine aussi. Alors, je pense que cette partie, en effet, de pédagogie, elle est essentielle, mais finalement, ce faisant, et je reviens dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on va, entre guillemets, surfer un tout petit peu aussi sur tous les efforts qui ont été faits en matière de carte bancaire et de code. Aujourd'hui, il ne viendra à l'esprit de personne, enfin, sauf dans un cadre éventuellement familial ou autre, de confier sa carte bancaire et son code. Et ben, demain, il va falloir apprendre à faire à peu près la même chose avec son titre d'identité, dont chacun est responsable, qui sera donc associé à un code spécifique et particulier et personnel, dont l'association avec son application permettra donc de générer cette identité. Et évidemment, il y aura un gros effort de pédagogie à faire. Pédagogie donc sur cette responsabilité individuelle de cette façon, et puis pédagogie aussi sur la façon dont on l'utilisera demain, bien sûr. Il y a déjà beaucoup de cartes d'identité électroniques qui ont été délivrées ainsi depuis cet été. À la fin de l'année, là, on arrivera à peu près à 3 millions, je pense. On est sur après un rythme. La carte d'identité, jusqu'ici, c'était de l'ordre de 6 millions par an. Là, on va augmenter. On est sur une perspective de 7 à 8 millions par an. Gérald Fraissinet, pardon, je reviens encore vers vous, mais les chiffres de la fraude à l'identité, ils sont importants aujourd'hui, ils sont de quel ordre à peu près? Une très bonne question. Non, je suis désolé, je n'ai pas les chiffres. En revanche, l'évolution d'abord vers un titre électronique est essentielle. On a eu l'occasion d'échanger avec Madame Penaud sur ce sujet. C'est une étape très importante pour les titres d'identité. Puisqu'on a été au bout de la logique sur le support physique classique et maintenant pour vraiment beaucoup mieux le sécuriser, comme c'est le cas avec la carte bancaire, il faut de l'intelligence dans le support et puis une interaction plus forte avec le système sous-jacent. Donc c'est ce que permet ces titres d'identité électroniques sécurisés. Et puis les applications en ligne avec l'identité numérique, ça aussi c'est essentiel, puisqu'aujourd'hui un des plus gros vecteurs de fraude à l'identité ou un des plus gros usages, c'est la fraude au crédit. Et beaucoup de ces crédits aujourd'hui sont souscrits sur Internet avec des étapes qui sont complexes parce qu'il n'y a pas de vrai process d'identification de l'utilisateur. Et pourtant, les banques, elles doivent mettre en place ces services. Et donc là, ça va apporter un vrai plus et beaucoup mieux sécuriser ce type d'usage. Après, la question, c'est qu'on a plein d'autres usages de son identité. On a plein d'identités. Et on ne va pas forcément associer son identité officielle avec les identités qu'on utilise sur Internet. Donc, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. D'une part, peut-être avec des déclinaisons de l'identité officielle de façon garantie, par exemple, qui garantissent la majorité, avec un titre qui pourrait, sur Internet, garantir qu'une personne a plus de 18 ans. Ça, ce serait un usage décliné de l'identité officielle qui serait intéressant, sans être directement lié à l'identité qu'on ne veut pas forcément partager avec tout le monde, ou qu'on n'a pas forcément besoin de partager avec tout le monde. Il y a encore un gros effort à faire du côté de l'identité des autres, qui est mise en œuvre par les autres acteurs sur Internet. On évoquait les GAFA tout à l'heure. L'identité qui est offerte par ces services est très faible. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup d'usages qui tournent autour de ça. Et donc... Et elle entraîne des partages, et surtout lorsqu'ils font des vérifications, ça entraîne des partages d'informations qui ne me semblent pas tout à fait équilibrés. Par exemple, des envois de copies de cartes d'identité, de scans de 2 faces de carte d'identité sur des serveurs aux États-Unis. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution pour garantir l'identité. Donc c'est essentiel qu'on avance aussi vite que possible sur ces solutions et leur déclinaison et leur appropriation par les usages.
Valérie Penaud, vous vouliez Oui, je aussi voulais intervenir juste sur ce point. rajouter deux choses. Un, sur en effet la quantification de la fraude à l'identité, qui est en fait extrêmement difficile, parce que quand on a cherché des chiffres, on n'en a pas véritablement trouvé, même si en fait tout le monde a le sentiment qu'il y a voilà, une menace forte. On a juste fait un sondage, alors, qui vaut ce qu'il vaut sans doute, mais sur le millier de personnes interrogées, il y avait quand même un quart de personnes qui déclaraient avoir fait l'objet d'une tentative ou d'une réussite de fraude à l'identité. Alors, dans le monde numérique, sur 1000 en ligne, personnes, absolument, un quart. sur 1000 personnes, un quart, ce qui n'était pas négligeable. C'est déjà pas mal, ouais. Ce qui est déjà énorme, et même si à la limite ce n'est qu'un ressenti, parce que ça veut dire quand même que Oui, du coup, d'accord. il y a un sentiment d'inquiétude auquel il faut évidemment répondre. Et pour compléter, je précise juste que l'application que nous sommes en train de développer, permettra justement d'afficher également sur son smartphone son âge sans donner ses autres données d'identité, parce que le sujet de la divulgation sélective est aussi un point important, et qui permettra aussi de générer des justificatifs d'identité en substitution des scans de titres d'identité, parce qu'un des gros sujets aussi de base de fraude, c'est qu'on distribue nos scans, nos photocopies de titres d'identité à tort et à travers, avec la totalité de nos données d'identité, dont on ne sait pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Et donc l'un des premiers usages de cette future application, indépendamment d'être un moyen d'identification et d'identification, c'est en effet de permettre la génération de justificatifs d'identité ciblés avec les seules données dont on a besoin et dans un cadre d'usage très précis. Voilà. Dernier point, Valérie Penaud, il y a aussi un projet quand même aussi au niveau européen qui existe. Comment vous, votre projet de carte d'identité électronique s'inscrit dans ce projet d'identité numérique européen ? Alors là, on en parlera à deux voix, parce que je laisserai Christine aussi compléter, bien sûr, parce que la DINIM je vais effectivement aussi interroger Christine Ballion sur ce en ligne. sujet. Mais c'est vrai qu'indéniablement, cette perspective de portefeuille d'identité numérique qui a surgi un peu, si on peut le dire, au moment de la révision du règlement EIDAS, est évidemment un cadre dans lequel il faut que nous nous projetions et qui, d'ailleurs, coche beaucoup de cases, objectivement, dans lesquelles nous nous projetions, c'est-à-dire une application mobile sous le contrôle de l'usager et qui, entre guillemets, embarque aussi un accès par l'identité à énormément de services publics et privés. Donc, ce n'est pas une identité numérique européenne, c'est un modèle de portefeuille d'identité numérique, alors interopérable bien évidemment, puisqu'on est dans le cadre de l'interopérabilité, mais l'objectif c'est que chaque État soit en capacité de développer ce portefeuille. Mais je laisserai Christine compléter sur ce sujet. Christine Ballion. En fait, de notre côté, il y a également, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi au travers de ce Digital Wallet en s'appuyant sur France Connect et sur France Connect Plus. Donc à la fois parce que il y a une marque et une utilisation qui est forte et donc tout ce frein à l'utilisation qu'on arriverait sans doute à lever en réutilisant en tout cas des briques pertinente dans le cadre de ce Digital Wallet. Et puis il y a également un autre point qu'on souhaiterait réutiliser, c'est donc le schéma français d'identité qui a été notifié sur la base de France Connect Plus et l'identité numérique La Poste. Donc où là, on a désormais la possibilité, au travers de ce schéma d'identité, de se raccorder au nœud d'interopérabilité européen et donc de capitaliser sur cette étape, en tout cas importante, qui nous permet justement de pouvoir essayer d'échanger et d'utiliser des identités européennes pour faire des services en ligne français et réciproquement d'utiliser l'identité numérique La Poste en l'occurrence pour faire des services en ligne européens. Donc c'est d'essayer de capitaliser sur ces deux atouts pour essayer de faire du Digital Wallet un succès en France, puisqu'il appartiendra à chaque État membre de mettre en place son propre Digital Wallet. Et donc, tous les États membres sont un peu en train de se poser les mêmes questions, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que je peux utiliser comme atouts nationaux et comment je peux inscrire par rapport à ce qui existe dans mon pays pour. Et est-ce que tous les États membres ont les mêmes exigences en termes de niveau de sécurité ? Ça aussi, c'est une vraie question, non ? Oui, alors c'est une vraie question parce qu'effectivement, aujourd'hui, la définition, par exemple, du niveau élevé, elle n'est pas, au sens IDAS du terme, elle n'est pas complètement alignée dans tous les pays. En France, on a une position plutôt au niveau très élevé, quand d'autres pays sont peut-être un peu plus
tolérant, je dirais, par rapport à un niveau élevé qui pourrait être quasiment qualifié d'un niveau substantiel dans d'autres pays. Donc effectivement, il y a un vrai travail d'harmonisation à faire dans le futur règlement sur cette définition des niveaux pour que ce soit sans doute plus clair et qu'il y ait moins d'ambiguïté par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, il y a ce réalignement qui devra effectivement être fait assez rapidement sur ces aspects-là. Merci. Pierre Chassigneux, je ne vous ai pas encore trop donné la parole, mais on va compléter cette table ronde avec vous sur les grands défis en matière de sécurité pour les moyens de paiement. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux, les enjeux majeurs pour vous ? On l'a dit tout à l'heure. Comment vous les hiérarchisez, comment vous les identifiez ? On l'a dit tout à l'heure, on a comme moyen de paiement, je dirais, scriptural, la carte. Et la carte, je dirais, en paiement de proximité, que ce soit à contact ou sans contact, le travail a été fait. Pour votre information, on est à moins de 1 centime de fraude pour 100 € dépensés. Sur la vente à distance, on en a parlé, Julien l'a souligné, on est en train de finaliser le renforcement de la sécurité au travers de l'authentification forte. Et là, aujourd'hui, on est à peu près à 10 centimes d'euros de fraude pour 100 € et on va nettement baisser ce niveau-là. Donc voilà, donc moi je dirais que la carte, que ce soit en paiement de proximité, chip, NPIN ou en sans contact, et que ce soit en vente à distance, le travail est fait. Donc l'enjeu, de mon point de vue, il n'est pas là. Enfin, si on se projette à 5 ans, l'enjeu, il va être sur les nouveaux moyens de paiement purement digitaux, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser notre smartphone. Parce que là, on est sur un changement de paradigme de sécurité complet. C'est-à-dire qu'on n'a plus une puce, on va avoir effectivement une sécurité logicielle, et donc qu'on ne peut pas prouver au même niveau qu'avec une sécurité hardware. Et donc là, il y a une vraie difficulté à maintenir ce niveau de sécurité dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est bon à un instant T qu'il le sera, T0 plus 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Donc il y a un maintien de la sécurité en permanence, donc un monitoring et donc de l'intelligence artificielle pour pouvoir déceler les premiers, je dirais, signaux faibles qui pourraient démontrer qu'il y a une faiblesse. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a quelque chose aussi de nouveau qu'on va avoir, c'est qu'on va être dans des modèles de paiement totalement online. Il faut bien savoir que sur la carte bancaire, aujourd'hui, 70% des transactions de cartes à puce se font en mode offline. C'est-à-dire si à un moment donné, les réseaux ne marchent pas, on fait un paiement. Ça, c'est la réalité. Donc on a une résilience by design, j'allais dire, de fait. Quand on se projette sur les moyens de paiement digitaux, c'est fini tout ça. On est sur du online 100%. Et donc là, la question de la résilience est majeure. C'est-à-dire comment garantir, avec ces nouveaux moyens de paiement digitaux, le test qui a été fait tout à l'heure montrait que 50% dans 5 ans devrait être de cette nature-là. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire 7 ou 8 milliards de transactions par an. Ça veut dire que toutes ces transactions vont être online. Et donc la disponibilité de services va, de mon point de vue, devenir le critère de sécurité numéro 1. Aujourd'hui, c'est pas ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est la confidentialité, l'intégrité, mais ce n'est pas la disponibilité de services qui a, depuis, moi, je connais le monde des paiements, a suscité les plus gros travaux en matière de sécurité. Moi, c'est une évidence pour moi. Le véritable enjeu demain, c'est la disponibilité de services. Un autre enjeu, il est sur les systèmes d'acceptation. Les terminaux de paiement, comme on les appelait ici. On est en train de vivre un bouleversement majeur, là encore une fois, des architectures des systèmes de paiement. On va passer sur des architectures totalement ouvertes, apaisés, avec des operating systems exactement les mêmes que ceux qu'on a dans notre smartphone, c'est-à-dire Android. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des systèmes totalement ouverts, alors qu'ils vont apporter énormément de choses. Moi, quand je dis ça, ce n'est pas du tout un œil critique. C'est une réalité. Ça va offrir des nouveaux services. Tout à l'heure, Martina Vermette disait qu'on utilisera un wallet digital parce qu'il offrira des nouveaux services. Si c'est uniquement pour faire du paiement, la carte, ça va très bien. Donc le sujet, c'est les nouveaux services. Qui dit des nouveaux services dit des nouvelles applications, dit des stores d'applications. Vous savez, le moyen de paiement de demain, Eric le sait bien, il vient d'Ingenico, c'est entre guillemets un store d'applications qui va venir, je dirais, enrichir les applications, l'application de base qui est l'application de paiement. Et donc, ça va créer forcément des menaces supplémentaires. Et donc, la problématique de l'évaluation de la sécurité de ces nouvelles architectures de paiement totalement ouvertes avec, pour la plupart d'entre elles, il faut bien entendre ça, c'est-à-dire que les applicatifs vont, pour la plupart de ces solutions, tourner dans le cloud. Donc avec un déport finalement du noyau, comme on appelle, applicatif dans le cloud. Et donc ça va sous-tendre
une évaluation de la sécurité sur un périmètre beaucoup plus large. On a aujourd'hui la sécurité des systèmes d'acceptation est associée à des évaluations sécuritaires qui sont menées par un organisme international qui s'appelle PCI, qui aujourd'hui a un périmètre qui est limité à la confidentialité, à la protection des données sensibles des transactions. J'étais en discussion la semaine dernière avec PCI. Il va falloir absolument qu'on élargisse le périmètre des évaluations à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la résilience, la garantie que ces nouveaux systèmes d'acceptation, que ces nouveaux moyens de paiement vont être résilients à des attaques en disponibilité de service. C'est, de mon point de vue, l'enjeu numéro 1 qu'on va devoir traiter dans les années qui viennent. Mais est-ce qu'on va aussi vite aujourd'hui qu'avance, que progresse la digitalisation des moyens de paiement? C'est ça la question. C'est un véritable enjeu. Est-ce qu'on arrive à suivre? C'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que là, il faut vraiment, et j'en discutais encore avec les constructeurs qui sont concernés par ça, et avec les laboratoires, c'est-à-dire qu'il va vraiment falloir faire évoluer nos référentiels d'exigence de sécurité et by design aussi, parce que c'est jamais bon quand on rajoute des couches de sécurité a posteriori. On a toujours démontré qu'effectivement, ça marchait rarement bien. Ouais. Donc le sujet, c'est by design d'intégrer ces éléments de sécurité. Et donc, pour intégrer ces éléments de sécurité, encore faut définir les exigences. Donc ça, ce sont des travaux que nous, au sein de Carte Bancaire, on mène sur un certain nombre de solutions, mais qui doivent traiter à un niveau international, même pas au niveau européen. Pour moi, ce sont des sujets qui dépassent le cadre de l'échelle européenne, qui doivent être traités au niveau international. On a un standard EMV qui est traité par EMVCO, qui est une organisation internationale. On a PCI, il faut revoir, entre guillemets, ces organisations vont devoir revoir leur périmètre. Il y a aussi un élément, à mon avis, central qui va changer dans les quelques années, c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire qu'on attend quoi, nous? On attend d'avoir exactement la même expérience utilisateur, que je sois en paiement de proximité ou en VAD. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On n'a pas du tout la même expérience dans les deux mondes. Et l'enjeu, c'est d'avoir exactement la même expérience utilisateur dans les deux mondes, avec le même niveau de sécurité. Et le niveau de sécurité qu'on va viser, c'est celui de la transaction avec la carte physique. Puisque je disais, moins de 1 centime d'euro par transaction. Donc il va falloir qu'on aille vers cette sécurité avec des solutions beaucoup plus ouvertes. Donc on a un enjeu considérable, mais je ne suis pas inquiet. On va réussir à atteindre cet objectif. Simplement, voilà, vous avez raison, il faut vraiment... Il faut aller aussi vite, quoi. Ouais, il faut aller vite. Ouais. C'est ça l'objet de la course. Julien Lassalle, vous partagez ce constat de Pierre Chassigneux? Oui, alors effectivement, il y a un vrai enjeu sur se projeter dans un monde dans lequel on aurait moins de cartes et plus de digital. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le trait d'union entre les projets qu'on peut avoir dans le domaine de l'identité numérique et ce qu'on voit dans le monde des paiements. Ce qu'on voit sur les paiements à distance aujourd'hui avec la DSP2, c'est que l'authentification forte, qui est quelque chose qui permet de s'assurer que c'est la bonne personne qui est en train de procéder au paiement, a permis de faire des gains considérables en termes de sécurité. Demain, une identité numérique d'un niveau suffisant doit permettre de sécuriser davantage que l'opération de paiement. Doit permettre de sécuriser l'entrée en relation, c'est-à-dire qu'on ne met pas à votre disposition des moyens de paiement si vous n'en êtes pas le titulaire légitime. On ne vous donne pas de moyens d'authentification si vous n'êtes pas le titulaire légitime du moyen de paiement. Et puis, dans la relation que peuvent avoir les agents économiques entre eux, l'entrée en relation elle-même peut être davantage sécurisée avec l'utilisation de ces technologies, ce qui rend finalement l'étape de paiement elle-même un petit peu moins sensible au risque d'usurpation, puisqu'aujourd'hui, un des risques qu'on peut voir, c'est que le fraudeur arrive à prendre possession de moyens de paiement d'une identité qui n'est pas la sienne, et à partir du moment où il a accès aux moyens d'identification, il peut payer. Si on rajoute dans l'équation le paramètre de l'identité numérique avec un niveau de confiance supplémentaire, alors on peut sécuriser la chaîne à la fois en amont et en aval du paiement. Pierre Chassigneux, vous vouliez compléter? Oui, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'authentification, jusqu'à aujourd'hui, on fait de l'authentification dans les paiements, dans le check-out, c'est-à-dire au moment où on paye. C'est là qu'on est authentifié. Là, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir un niveau de sécurité encore plus élevé dans l'entrée en relation, ce qu'on appelle le check-in. Et donc, si effectivement j'ai un niveau d'authentification élevé au niveau du check-in, je vais pouvoir, en sortie, si j'ai un paiement derrière cette entrée en relation, renforcer la sécurité et pourquoi pas, dans certains cas, ne pas authentifier la personne au niveau du paiement. Donc là aussi, il y a des enjeux autour de l'identification, de l'authentification qui sont absolument majeurs et c'est ce sur quoi nous travaillons au sein de Carte Bancaire. Et la reconnaissance faciale, c'est un mode de sécurité fiable aujourd'hui qui fonctionne bien? Pourquoi les regards sur toi? Non.
Thalès, hein, parce que... Alors, Thalès. effectivement, Je m'avance pas. la biométrie pose des questions dans les paradigmes de sécurité eux-mêmes, pose aussi des questions de protection de données personnelles, mais c'est un nouveau moyen de le faire. Il y a beaucoup de progrès dans ce domaine-là, et sans y croire de façon aveugle, c'est un domaine qu'il faut développer, oui, très certainement. Général Fraissinet, vous en pensez quoi? La biométrie? Ouais. La reconnaissance faciale, typiquement, c'est pas quelque chose à utiliser partout et pour toutes les circonstances, hein. Et notamment parce que c'est une modalité qui a une forte variabilité, même pour une même personne au cours de la journée, au cours de sa vie. Donc, par rapport à l'iris, par rapport à l'empreinte digitale, ça reste, c'est pas la modalité la plus efficace en termes d'identification de l'utilisateur. Donc, moi, j'ai quelques préventions par rapport à la reconnaissance faciale en tant que telle. En revanche, sur ce que disait Pierre à l'instant sur les standards, il faut vraiment qu'on soit très attentif. Et tu disais, c'est important qu'il y ait une construction internationale de ce standard, mais il faut vraiment qu'on conserve cette vision française, hein, qui a été très attentive aux exigences de sécurité d'un bon niveau. Et c'est un peu ce qu'on évoquait sur l'identité tout à l'heure, sur le règlement IDAS. On n'est pas très exigeant en France parce qu'on est plus pénible que les autres. On est très exigeant parce qu'on a beaucoup de recul, notamment sur la carte bancaire. Et on l'a vu avec EMV, il y avait quelques options dans EMV qui étaient un petit peu moins sécurisées, qu'ont choisi certaines banques étrangères dans certains cas, et elles ont connu des incidents. Et ben, il faudra qu'on ait la même attention avec les évolutions des standards qu'évoquait Pierre pour ces nouveaux systèmes de paiement. Et surtout, ça veut dire informer ceux qui vont les mettre en œuvre. Par exemple, un commerçant, quand il fait des choix sur des transactions par abonnement plutôt qu'une autre modalité de transaction parce que ça a l'air plus souple, etc., en fait, il prend des risques par rapport à sa transaction à la fin. Il faut qu'il ait toutes les cartes en main et ils n'ont pas forcément tout le savoir que vous pouvez avoir au JECB, chez les industriels, etc. Et donc il faut rendre ça le plus clair possible pour celui qui met en œuvre. Parce qu'il y a énormément d'utilisateurs aujourd'hui. On n'est plus uniquement avec des banques qui distribuent des terminaux de paiement. Il y a énormément d'acteurs qui mettent en œuvre directement ces systèmes. Et il faut les aider à faire les bons choix. Et à ne pas prendre de risques parce que c'est directement leur chiffre d'affaires, hein, qui est en risque. Hein. Pierre Chassigneux, vous vouliez compléter? Oui, tout ça, ça sous-tend des processus d'évaluation et de certification et d'agrément, et ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je dirais, déclarer être conforme à un référentiel de sécurité. Ça n'existe pas, ça. Donc, on est forcément dans un processus d'évaluation par des laboratoires qui sont reconnus par l'État, et en l'occurrence l'ANSSI, dans un processus de certification, et en l'occurrence ça peut être l'ANSSI, mais pas nécessairement l'ANSSI. Et puis ensuite, il peut y avoir des écarts, et c'est l'autorité d'agrément, c'est-à-dire les SCIM, qui décident du bon pour emploi. Et nous, il nous est arrivé d'avoir pas forcément toutes les certifications, mais de décider parce qu'on avait estimé que le risque il était mineur et qu'il était acceptable. Donc voilà, et donc tout ça, ça sous-tend des processus d'évaluation à la fois fonctionnels. Philippe parlait tout à l'heure d'Élite et de PCERT qui sont concentrés sur la partie évaluation fonctionnelle et certification fonctionnelle. C'est exactement la même exigence sur le volet sécuritaire. Il faut qu'on ait la garantie d'une parfaite harmonisation, je dirais, d'un point de vue fonctionnel. Il faut qu'on garantisse que les standards sont bien respectés. Pour l'interopérabilité, c'est fondamental, la qualité de service. Et la même chose sur la sécurité, avec la complexité nouvelle, c'est que cette sécurité, elle va évoluer dans le temps, il va falloir en permanence la monitorer et l'évaluer. C'est ça, c'est une notion de... Le fonctionnel, c'est bon, c'est pas bon. La sécurité, c'est bon à un instant T, c'est potentiellement plus bon à un instant T plus 1. Et donc, il va falloir en permanence mettre en place un processus de maintenance, d'évaluation de cette conformité sécuritaire. En permanence. Je voulais juste qu'on dise un mot pour finir du quantique. Ça, c'est le défi à venir. Vous vouliez en parler, hein, notamment. Oui, tout à fait. Et ça rejoint ton point, Pierre. La sécurité évolue tous les jours. Et la menace aussi, le quantique est une menace. En effet. Ce qui est gênant dans le quantique, c'est qu'il y a beaucoup de mythes qui s'établissent.
Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la cryptographie est au cœur d'à peu près tout ce qu'on vient de se dire pendant 1 heure. Exactement. Et ça, le quantique le met à mal. Et le quantique met à mal toutes les cryptographies utilisées actuellement, alors avec des effets variables en fonction des algorithmes, soit la sécurité est divisée par 2, soit elle s'effondre. Donc on a un risque, et finalement, qu'est-ce qui nous sépare de ce que les journalistes peuvent appeler l'apocalypse quantique? Enfin, il y a plein de mots comme ça. Eh ben, c'est simplement un petit problème d'ingénierie. Les algorithmes qui permettent de casser nos algorithmes cryptographiques sont connus depuis des années. On a pu les tester sur des simulateurs, on a pu faire des preuves mathématiques de leur fonctionnement. Donc on sait que notre dernière protection, c'est le fait que les ordinateurs, les calculateurs quantiques actuels sont trop petits et trop instables. Donc est-ce qu'on peut vivre avec ça sans s'en préoccuper? Je pense qu'universellement, la réponse... Ça n'a pas l'air très confortable. La réponse est non. S'aventurer à faire une prédiction de quand les premiers algorithmes cryptographiques vont tomber, je ne vais pas m'amuser à ça. Les prédictions, surtout sur l'avenir, c'est très dangereux. Mais j'imagine qu'on travaille déjà à des contre-mesures. Non, mais on va parler de quelques années à quelques décennies. Alors, les contre-mesures, on travaille dessus. Le plus célèbre est sans doute la standardisation NIST sur des algorithmes d'établissement de clés à distance, de signature, de chiffrement. Il faut saluer que plusieurs laboratoires cryptographiques français ont participé à des candidats qui sont aujourd'hui encore en finale. Mais on parlait aussi de monde où on a des certifications. Les certifications demandent des standards. Donc aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir des certifications en déployant de la cryptographie post-quantique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est donc il faut attendre. Je dirais non. Je dirais non parce que mon expérience dans les systèmes d'information, les systèmes embarqués électroniques, est que bien souvent, la cryptographie est au cœur, parfois depuis des années, c'est là où on parle de dette technique. Donc on a une dépendance de nos infrastructures, de nos outils technologiques, quels qu'ils soient, à la cryptographie, qui est bien supérieure à ce qu'on imagine. Donc il y a un petit mot valise qui commence à poindre, qu'on appelle la crypto-agilité. La crypto-agilité, c'est travailler sur l'architecture de nos systèmes, de nos outils, de nos produits, pour faire en sorte qu'un changement d'algorithme, un changement de taille de clé, un changement de format de la clé, d'éclair, déchiffré, puisse se faire sans nécessiter des millions, voire plus, des mois, des années, voire plus. Donc, ce que je conseillerais à tout un chacun, en fonction des systèmes sur lesquels il travaille, c'est de faire 2 choses. C'est voir comment mettre en place une forme d'agilité cryptographique qui permettra de contrer cette menace quantique, mais peut-être une autre menace cryptographique qui pourra arriver juste par la progression des sciences, et d'autre part, de mener une analyse de risque. Entre un secret de la défense et un numéro de carte bancaire, la durée de vie de la donnée n'est pas la même. La valeur de la donnée n'est pas la même et les attaquants ne sont pas les mêmes. En combinant dès aujourd'hui ces deux approches, je pense qu'on a une bonne façon de faire des premiers pas. Très bien, je pense que c'est une bonne conclusion. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce dossier. Merci à tous les 6. Avant de nous quitter, on va quand même regarder le résultat du sondage. Donc il fallait répondre à cette question. L'identité numérique est-elle à la fois un enjeu de sécurisation face aux cybermenaces ? Voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. C'est oui à 83%. Non, je suis désolée, les réponses ne s'affichent pas. Donc oui à 83%, non à 5% et 12% de personnes sans opinion. Un petit commentaire, c'est sans surprise pour vous, ce résultat ? Sans surprise, très bien. Eh bien, écoute... Oui, c'est plutôt bien que l'identité numérique, effectivement, soit un enjeu de sécurité. Merci à tous les 6. Merci beaucoup d'être venus participer cet après-midi à cette table ronde. Je pense qu'on peut vous applaudir, évidemment, pour vous remercier.